Nous sommes de retour en direct sur le plateau de Téléfinance. Il est l'heure désormais bien d'ouvrir la rubrique d'Éric Galliègue. Ça, c'est sa rubrique dédiée à la compréhension de l'évolution des marchés financiers sur la semaine écoulée, qui, je vous le rappelle, va du jeudi au jeudi. Et il nous expliquera sous le prisme de l'actualité politique, géopolitique, monétaire, macro, micro, comment les marchés ont évolué cette semaine. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci d'être avec nous ce matin. Eric Galliègue, directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan. Avant de rentrer dans le détail de l'actualité qui a secoué les marchés cette semaine, pouvez-vous nous rappeler quelle a été la performance des principaux actifs que vous suivez? La performance de cette semaine est presque identique à celle de la semaine passée, c'est-à-dire qu'on voit que les actions européennes ont continué de progresser de près de 1%, alors que les actions américaines font du surplace. Entre deux, donc la parité euro-dollar s'est à nouveau appréciée de 1%. Donc l'euro, mine de rien, se rapproche de 1,18 et il est en progrès de plus de 13% depuis le début de l'année, ce qui confère en fait aux actions européennes une surperformance considérable lorsqu'on intègre le taux de change. Lorsqu'on intègre le taux de change, alors la raison, on le sait, on la connaît, une des raisons en tout cas, c'est la baisse de 25 points de base de la réserve fédérale américaine qui était largement intégrée dans les marchés, que ce soit sur le Forex ou sur les indices actions. Ceci étant, il n'y a pas que ça qui à retenir, il y a notamment le discours pour 2026, mais également la réduction, toujours la réduction de la taille du bilan de la Fed. Oui, c'était effectivement la première information, première actualité qui nous semble digne d'intérêt cette semaine. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de cette baisse des taux de la Fed, même si elle était anticipée par le marché, bien sûr. Ce qui était moins anticipé, c'est effectivement cette volonté de la Fed d'aider le marché monétaire, d'aider la liquidité générale du système en procédant à des rachats à nouveau, donc d'obligations court terme. Alors, c'est pas forcément proprement parler du quantitative easing. Non, mais c'est mettre un peu de... On parle d'actifs courts et que l'on parle finalement de ce qu'on dénommait auparavant des opérations d'open market, il y a déjà quelques années. Donc, en fait, il s'agit tout simplement d'aider le marché monétaire à passer les éventuelles difficultés futures. Et donc, en ce sens, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre que la Fed est sensible, donc, naturellement, à la liquidité et qu'elle fera tout pour l'assurer. Et elle fera tout pour l'assurer. On passe d'une banque centrale à une autre. Maintenant, on va parler de la BCE. La BCE, alors, BCE, on entend beaucoup de choses. En tout cas, toujours est-il que le dernier discours en date, c'est celui d'Isabelle Schnabel, qui nous a dit que la Banque centrale européenne pourrait être amenée, alors tenez-vous bien, finalement, à relever ses taux, directeur. Oui, c'est pour ça qu'on a relevé cette actualité. Parmi toutes les actualités de la semaine, ça nous semble effectivement intéressant de voir que la BCE et via donc l'économiste de la BCE, via donc une membre donc du directoire et probable successeur de Christine Lagarde, nous dire que les taux pourraient remonter. Alors effectivement, ça peut monter, ça peut baisser, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Néanmoins, ça me semble assez effectivement hasardeux ou maladroit en tout cas d'annoncer ça. Donc ça crée un petit peu de volatilité. Ça fait surtout monter l'euro qui a repris 1% ou 2% sur cette déclaration. Les taux de la BCE sont à 2%, l'inflation est plus ou moins autour de 2%, la croissance est en train de redémarrer, je pense qu'il n'y avait pas forcément intérêt à dire que les taux pourraient remonter. À moins d'avoir des informations que les marchés n'ont pas. Baisser aussi éventuellement en fonction d'un choc actuel, mais bon, voilà, donc je pense que c'est plutôt négatif cette information, ça montre que la BCE a une communication étrange. En tout cas, sur ce coup-là, on va parler microéconomie et on va parler retour de ces craintes autour de la bulle, autour des valeurs de l'intelligence artificielle, parce qu'Oracle a publié ses résultats trimestriels il y a 2 jours. Globalement, ils ne sont pas mauvais puisqu'en croissance, mais ils loupent totalement ce que le consensus avait modélisé. Et surtout, on reste toujours sur cette problématique de monétisation des investissements. Alors, la publication de résultats d'Oracle était tout à fait bonne, il n'y avait pas de souci, c'est plus sur les prévisions annoncées par Larry Ellison et je dirais le fait que les investissements sont 15 milliards de dollars plus élevés que ce qui était annoncé. Ça montre à nouveau, ça remet un peu le couteau dans la plaie, si on peut dire, de l'IA et de tous les questionnements que l'on a actuellement, qu'on se pose sur ce sujet, sur ces centaines de milliards d'investissements, et en creux, l'idée qu'on est peut-être face à une potentielle crise de surinvestissement qui correspond aux grandes crises du capitalisme. C'est pas nouveau, il suffit de relire l'histoire quand on surinvestit pour des raisons diverses et variées, et ça amène souvent à une crise financière et derrière économique. Donc, effectivement, les investissements, s'ils n'ont pas une rentabilité, ou si la rentabilité n'est pas au rendez-vous, ça risque d'être très, très chaud. Et effectivement, le marché en a conscience et donc revient un peu
sur ce problème de l'IA et continue donc la consolidation de la fulgurante hausse des actions concernées. Et on va rester aux États-Unis. Il y a ce feuilleton quand même assez phénoménal parce que les chiffres sont complètement dingues. C'est le rachat de Warner. C'est le rachat de Warner. Netflix s'est positionné. Paramount, je crois, s'est positionné également. La première offre, 70 milliards. La deuxième, on est monté à près de 90 milliards. Les enchères vont continuer. C'est bon pour l'économie, ça ou... Alors, c'est un exemple intéressant d'un point de vue financier, d'un point de vue boursier. D'ailleurs, on voit sur le graphique de quelle manière les cours de la Warner étaient déprimés depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'on était au plus bas depuis 10 ans quasiment. Ce qui montre bien que la bourse américaine n'est pas dans un délire spéculatif. Donc, elle comprend aussi les problématiques des entreprises. Et donc, en l'occurrence, on voit que Warner a flambé, a réalisé une très, très belle hausse. Alors, pourquoi est-ce qu'on a relevé cette information et qu'on lui a attribué une note positive? Une note positive, c'est parce que, effectivement, les OPA, l'ambiance d'OPA, c'est toujours favorable à la tendance haussière des marchés. Ça permet de dire d'une façon relativement permanente que, finalement, les entreprises sont parfois et souvent prêtes à payer plus cher que le cours de bourse, ce qui montre bien que la valeur intrinsèque des actifs est plus importante. Ça justifie les valorisations actuelles. Ça justifie les valorisations et donc ça permet aussi à certains investisseurs de se demander s'ils ne veulent pas acheter la suivante, celle qui sera l'objet d'une OPA, et donc c'est plutôt favorable. Après, il ne faut pas non plus aller trop loin dans les surpaiements ou les prix trop élevés. On a un exemple en France, en Europe, à l'époque de la Générale des Eaux, il y a 25 ans, d'une autre opération de croissance externe extrêmement importante à l'époque, qui avait mis un terme donc à l'épopée de M. Messier, à l'époque, Jean-Marie Messier. Et donc voilà, ici on se retrouve aussi dans le secteur de la communication avec effectivement tout un symbole entre Netflix, le nouveau venu, entre guillemets, et les anciens qui se défendent, et notamment Paramount, donc il y a surenchérie. Exactement. Alors, est-ce que tout ceci arrive par hasard? Je rappelle que la baisse des taux directeurs donne un peu de capacité d'investissement, enfin en tout cas permet au coût moyen pondéré du capital d'être retravaillé favorablement pour les entreprises actuellement. La synthèse, on est sur du neutre. La synthèse est neutre, on reste dans une dynamique favorable sur les marchés. Nous sommes toujours dans une perception du risque qui est plutôt bonne, neutre ou bonne. Donc l'actualité de la semaine renforce un peu cette idée-là, donc avec un zéro pointé, donc un équilibre entre le positif et le négatif. Les 2 points positifs, c'est la Fed donc, qui baisse ses taux, rachète des actifs, et la nouvelle bataille boursière qui peut en prévoir d'autres ou en imaginer d'autres, toujours favorable. Et puis en termes monétaires, donc un problème sur la communication de la BCE. Et donc, la relative déception sur Oracle qui relance les questionnements sur la bulle, l'éventuelle bulle de surinvestissement de l'IA. Donc, au total, neutralité. Et donc, on reste toujours investi. On reste toujours investi dans un marché qui montre sa résilience, qui a bien, je dirais, rebondi dans le creux. Si on pouvait mettre le graphique. Et qui, donc, reste, à notre avis, celui à l'achat, donc, sur les actions européennes comme américaines, en raison donc de nos métriques de mesure, donc mesure du risque, comme on vient de le dire, et du spread momentum, c'est-à-dire le taux de participation des entreprises à l'indice, qui lui aussi nous donne un signal plutôt favorable. D'accord, très clair, donc vous êtes plutôt favorable. Nous sommes toujours favorables. Okay. Très clair. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Eric. Eric Galliègue d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis. Eric Galliègue, directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous pour nous aider à comprendre comment évoluent les marchés. Si, cela pourrait être de nature à revoir vos stratégies d'investissement ou de trading. À la semaine prochaine, Eric. Nous, on va marquer une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite à la fin de cette édition. À tout de suite.